de penser, d'écrire, l'accompagne dans son évolution spirituelle. On peut dire les choses comme ça, Éric Lefebvre, et ça va se poursuivre, hein, bien sûr. Hein. Alors évidemment, nous arrivons à ce moment de l'exposition, un temps vraiment primordial dans l'histoire dynastique de la Chine, sous les Song, une période qui dure entre le Xe et le XIIIe siècle et qui est souvent comparée par certains historiens dans une perspective un petit peu comparatiste avec la Renaissance en Occident, parce qu'on a une transformation très profonde de la société, marquée par des avancées notamment techniques et scientifiques considérables, et notamment du point de vue social avec cette émergence des lettrés qui ont déjà joué un rôle important dans l'histoire de la Chine jusque-là, mais qui désormais, avec le système des examens qui s'imposent, vont occuper les premiers postes dans l'État impérial et qui du coup vont imposer leurs valeurs, donc des valeurs à la fois morales mais aussi des valeurs esthétiques qui nous intéressent tout particulièrement quand on aborde l'histoire du parfum. Et puis, on peut penser aussi qu'il y a le développement des sciences dans le même temps, et ce développement des sciences s'accompagne aussi d'une meilleure connaissance botanique, et donc peut-être d'une diversité plus riche de ces encens, de ces matériaux, Frédéric Aubringer. Oui, au fil des dynasties, de toute façon, à partir des Han, comme on l'a évoqué précédemment, et puis après sous les Tang, et encore plus sous les Song, là, il y a une diversité tout à fait extraordinaire de produits odoriférants qui arrivent, qui sont à disposition des lettrés, qui sont à disposition de toute cette société de l'élite, qui, en effet, a une fascination pour ce monde des odeurs. Il y a un poète, Huang Tintien, qui disait qu'il était complètement fou de parfum. Et on trouve, il y a des centaines et des centaines de poèmes autour du parfum. C'est aussi un moment sous les Song où il y a une telle importance de ces parfums que, l'État, comme sur les produits à haute valeur ajoutée, on pourrait dire, met des taxes sur les encens pour montrer à quel point ça a une importance économique. Ça a une importance économique et aussi dans l'imaginaire, dans la mesure où la plupart des grands produits utilisés pour la composition des encens viennent non pas de la Chine, mais de contrées plus ou moins lointaines. Alors on a sous les Song, par exemple, des traités sur les produits exotiques qui traitent de toutes ces substances avec fascination, avec parfois... il y a un côté Marco Polo où on dit par exemple pour l'ambre, on dit que il y a dans les océans les dragons sont en train de se battre et puis il y a la salive des dragons qui produit cette substance très réputée, l'ambre gris qu'on retrouve sur les plages, et donc il y a toujours une sorte d'embellissement poétique, on pourrait dire, autour de tous ces produits utilisés pour les parfums. Alors c'est une période aussi où on peut l'imaginer, il y a un développement de l'industrie, des ateliers, il y a des changements peut-être aussi dans la manière de fabriquer ces encens. Oui, sous les Song, qui en effet pour les historiens de la Chine est une sorte de dynastie un peu mythique, comme une sorte d'apothéose de la civilisation chinoise. On sait qu'il y a une fabrication de ces encens dans des boutiques qui sont de plus en plus connues, qui deviendront de plus en plus connues après. On a plus de documents pour la dynastie des Ming, entre le XIVe et le XVIIe siècle, mais déjà sous les Song, on sait qu'il y a ces boutiques où on pouvait retrouver, acheter des encens. Et puis il y a une diversification en effet de l'utilisation, aussi bien sous forme d'encens de poudre, mais il y a l'apparition de plus en plus marquante de bâtonnets. On a l'utilisation qui existait auparavant déjà, mais qui s'impose de plus en plus pour parfumer les vêtements. On a énormément de descriptions
personnages politiques arrivant, arpentant le palais impérial avec leurs vêtements laissant des effluves de parfums. Il faut dire que d'une façon générale, à partir des Indes et de plus en plus, utiliser des parfums dans ce domaine-là, c'est un signe de distinction sociale. L'une des particularités de l'exposition, et c'est vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait, et on est vraiment très très heureux d'avoir pu organiser cette chose-là, parce que c'est évidemment très très frustrant de parler de parfums, de faire une exposition sur les parfums et l'encens, en ne montrant que des objets ou des textes. Et on a envie de sentir. Et donc, à partir d'une collaboration avec, en effet, François Demachy, chez Dior, on a pu reconstituer à partir de recettes que j'ai retrouvées dans des textes anciens, des recettes de divers encens, parce que ce qu'il faut dire, c'est que d'une façon générale, les encens ou les recettes de parfums utilisaient de nombreux ingrédients en même temps. Et on a pu, à partir de ces recettes, qui sont toujours très très précises, qui donnent toute la posologie en quelque sorte, et tout le mode de fabrication des encens, reconstituer ces parfums grâce à une technique qui est vraiment tout à fait au point désormais, de bornes olfactives qui permettent aux visiteurs d'avoir enfin de faire un voyage olfactif et historique. Et c'est très très marquant, c'est très intéressant. On s'aperçoit que les parfums étaient très chargés en substances boisées, en musc et tout ça. Et il y a des réactions très différentes selon les visiteurs et selon les recettes. Moi, je dois dire que j'étais très 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 frappé et très enchanté, on pourrait dire. Moi qui ai passé quand même beaucoup de temps dans ces livres anciens, et tout d'un coup il y a l'éruption du principe de réalité olfactive, et ça m'a beaucoup touché. Enfin, tout d'un coup de sentir ce que pouvaient ressentir des personnages très connus comme Coron, ou tout ça, des alchimistes, et on se trouve tout d'un coup 15 siècles auparavant. Et donc là, par exemple, Frédéric Aubringer, c'est la recette du seau d'encens du grenier public de Dingzhou. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire sa composition, qui est complexe, hein, effectivement? Oui, alors dans cette recette, en effet, du grenier public de Dingzhou, on a à la fois du bois d'aigle, la fameuse substance, la résine qui vient de cet arbre quand il est malade, du bois de santal, une plante très odoriférante, Lysimac phoenium graecum, du patchouli, bien connu, du nard chinois. Alors, Hierocloé, c'est une plante très 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 parfumée qui se trouve dans le continent eurasiatique et qui est connue pour les amateurs de vodka, puisque c'est aussi, on l'appelle aussi l'herbe à bison. Et puis il y a de la rhubarbe parce que ça a une fonction aussi dans la composition et dans la texture. Donc on pulvérisait tous ces ingrédients et puis on les mettait dans une sorte de moule à l'intérieur d'un brûle-parfum et ça brûlait petit à petit, avec aussi toujours l'utilisation du côté visuel, puisque ça s'échappait soit à travers un couvercle avec ces motifs qui permettaient de donner aux volutes parfumées des formes particulières qui charmaient encore plus. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que certes il y a des histoires rituelles, certes il y a des histoires thérapeutiques, mais ces Chinois des Song ou des Ming étaient tout simplement très sensibles au caractère hédoniste, enfin, des parfums. On appréciait les parfums parce que ça donnait du plaisir, quoi. Alors,
Dominique Lefebvre et Frédéric Aubringer, là,